Il y a des silences plus assourdissants que le vacarme d'un concert de rock. Le silence de Jean-Jacques Goldman en est l'exemple parfait. Un mutisme légendaire, entretenu avec une discipline de fer qui vient aujourd'hui de voler en éclats. Pour la première fois depuis des décennies, l'homme qui s'est volontairement effacé de la scène publique, l'auteur-compositeur le plus secret de France, sort de sa réserve. À 73 ans, l'architecte derrière certains des plus grands tubes de Johnny Hallyday brise enfin le mur de non-dit qui entourait leur relation complexe et fascinante. Pendant plus de 40 ans, Goldman a été le gardien inflexible des secrets de leur collaboration, refusant catégoriquement, presque obstinément, de commenter sa relation avec le taulier. Chaque interview était un exercice d'esquive, chaque question sur Johnny, une porte fermée. Aujourd'hui, cette porte s'entr'ouvre, et les révélations inédites qui s'en échappent promettent de bouleverser radicalement notre vision de l'une des alliances les plus mythiques et les plus improbables de la musique française. Ce que Goldman dévoile aujourd'hui va bien au-delà de la simple anecdote de studio. Ce sont des détails intimes, des frictions créatives et des vérités psychologiques qui vont vous laisser sans voix. Pour comprendre l'onde de choc de ces confessions, il faut remonter le temps. Tout commence véritablement en septembre 1984. C'est à ce moment-là que Johnny Hallyday, le monstre sacré, rencontre Jean-Jacques Goldman, le phénomène discret. Cette première rencontre, devenue historique, n'est pas le fruit du hasard. Elle est orchestrée par deux autres géants, Michel Berger et Daniel Balavoine, qui organisent cette présentation formelle entre les deux artistes. Contrairement à la légende dorée, qui voudrait que ce fût une évidence artistique immédiate, un coup de foudre professionnel, cette rencontre n'avait absolument rien d'acquis. Loin de là, le contexte est crucial. Johnny traverse alors une période artistique délicate, un véritable désert commercial, après plusieurs albums qui n'ont pas rencontré le succès escompté. Il est en quête de renouveau, en quête d'un son. Goldman, lui, est à l'exact opposé. Il est au sommet absolu de sa carrière solo, enchaînant les tubes avec une facilité déconcertante. Plus important encore, il n'était pas, et c'est un euphémisme particulièrement attiré par l'univers du rock français traditionnel, que Johnny incarnait. Pourtant, contre toute attente, il ne faut que quelques minutes aux deux hommes pour devenir complices, et à peine quelques semaines pour devenir de véritables amis. Jean-Jacques Goldman, l'homme discret par excellence, confiera bien plus tard à propos du rocker. Il a un des plus beaux sourires que je connaisse, mais qui est rare. C'est peu être cette connexion inattendue, cette authenticité brute loin des artifices du show business qui a scellé leur entente. Cette alchimie immédiate surprend absolument tout l'entourage des deux artistes. Personne, dans leur cercle respectif, ne s'attendait à voir ces deux personnalités si diamétralement différentes, le feu et la glace, l'introverti cérébral et l'icône flamboyante, créer instantanément un lien artistique et personnel aussi profond. Goldman ira même jusqu'à dire qu'il considérait déjà Johnny comme un copain, 2 ans avant le début de leur première vraie collaboration professionnelle. Cette amitié naissante, forgée dans une admiration mutuelle mais improbable, va être l'élément déterminant pour toute la suite de leur histoire. C'est le socle sur lequel tout va se construire. Car lorsque le travail démarre, Johnny, le taulier, l'homme habitué à ce que les auteurs et compositeurs s'adaptent à ses moindres exigences, découvre en Goldman un artiste d'une trempe radicalement différente. Il trouve face à lui un créateur qui ne transige pas avec sa vision artistique. Goldman n'est pas venu pour servir Hallyday, il est venu pour créer avec lui, selon ses propres termes. Il impose ses méthodes de travail rigoureuses, son perfectionnisme légendaire et surtout sa façon très personnelle et introspective d'aborder l'écriture des textes et des mélodies. Il ne cherche pas à reproduire un son Hallyday préexistant, il veut en inventer un nouveau. Cette nouvelle dynamique, cette autorité créative tranquille mais absolue, fascine immédiatement Johnny, qui voit l'opportunité tant attendue de renouveler entièrement son répertoire et de surprendre à nouveau son public. Mais cette approche le déstabilise et l'inquiète tout autant. Pour la première fois, depuis des années, il sent qu'il perd une partie du contrôle artistique total qu'il exerçait habituellement sur ses projets. Il doit lâcher prise, faire confiance et se mettre au service de la vision d'un autre.
Nous sommes en 1986. Auréolé du succès critique et commercial de l'album Rock'n'Roll Attitude, écrit par Michel Berger l'année précédente, Johnny Hallyday a retrouvé sa stature. Ce triomphe lui donne l'audace de frapper un grand coup. Il contacte officiellement Jean-Jacques Goldman, non pas pour une chanson ou deux, mais pour lui confier l'intégralité d'un nouvel album. Cette demande, qui peut sembler logique aujourd'hui, représente à l'époque un pari colossal, presque insensé pour les deux hommes. Pour Johnny, c'est l'épreuve du feu. Il doit prouver que le renouveau artistique spectaculaire entamé avec Michel Berger n'était pas un accident, mais le début d'une nouvelle ère. Il met la suite de sa carrière entre les mains de Goldman. Pour Goldman, le défi peut être encore plus grand. C'est l'occasion inespérée de prouver à toute une industrie et peut être à lui-même qu'il peut écrire pour un univers radicalement différent du sien, qu'il peut s'adapter à une voix, une puissance et une personnalité mythique, à l'opposé de ce qu'il connaît et incarne. Il doit sortir du costume du chanteur de sa génération pour habiller le monstre sacré. Goldman accepte le défi. Mais il le fait en dictant ses propres règles, des conditions qui redéfinissent totalement la relation habituelle entre Hallyday et ses auteurs. Il exige une liberté totale et absolue sur les textes et les mélodies, et un respect intégral non négociable de ses créations. En clair, Goldman ne sera pas un simple fournisseur de chansons, il sera le directeur artistique, le réalisateur de l'album. Johnny doit accepter de s'effacer. La genèse de l'album Gang révèle immédiatement l'efficacité de cette méthode de travail. Dans un premier temps, Johnny Hallyday et son équipe reçoivent une première livraison. 7 titres, 7 maquettes complètes proposées par Jean-Jacques Goldman, avec la consigne d'en retenir au moins 5 pour constituer la base du projet. Mais la qualité stupéfiante des compositions dépasse toutes les attentes, même les plus optimistes. Ils m'ont rappelé pour me dire que les 7 titres leur plaisaient, révélera Goldman dans une de ses rares confidences sur cette période créative intense, et qu'il souhaitait que j'en écrive 2 de plus pour faire tout un album. Cette anecdote est fondatrice. Elle montre à quel point Goldman, avec son intuition chirurgicale, avait réussi non seulement à comprendre, mais à ressentir l'univers de Johnny. Il avait créé, du premier coup, des chansons parfaitement adaptées, taillées sur mesure pour la personnalité artistique et vocale du taulier. Le pari était déjà en passe d'être gagné. Lorsqu'ils entrent enfin en studio pour travailler concrètement sur l'album Gang, les deux artistes se découvrent une complicité qui va bien au-delà de l'amitié. C'est une alchimie de travail, une fusion créative. L'atmosphère des séances d'enregistrement, loin des clichés du rock'n'roll, est décrite comme incroyablement studieuse, presque chirurgicale, mais paradoxalement détendue. C'est un laboratoire où le son est sculpté avec précision. Jean-Jacques Goldman, fidèle à sa réputation, dirige les sessions avec une autorité naturelle, tranquille mais incontestable. Il n'est pas seulement l'auteur, il est le réalisateur. Il guide Johnny, mot par mot, note par note, dans l'interprétation de chansons qu'il a spécifiquement écrites pour sa voix, pour ses failles et sa puissance. Et Johnny, le taulier, l'idole indomptable, se montre à la surprise générale d'une docilité étonnante. Il se plie aux exigences de Goldman, acceptant de reprendre certaines prises encore et encore, parfois jusqu'à l'épuisement, non pas par soumission, mais par une reconnaissance instinctive de la justesse de la vision de Goldman. Il fait confiance au chef d'orchestre pour obtenir l'émotion parfaite, le frisson exact. Cette collaboration donne naissance à des titres qui deviendront légendaires, gravés dans le marbre de la chanson française. Je t'attends, je te promets, ou encore le duo J'oublierai ton nom avec Carmel. Mais 2 chansons en particulier illustrent la complexité et la magie de leur relation créative. L'histoire de Laura est la première. Contrairement à la légende tenace qui veut que Goldman ait écrit cette chanson en une seule nuit, spécifiquement pour Johnny après la naissance de sa fille, la réalité est plus nuancée. Goldman compose effectivement cette ballade dans un élan créatif nocturne puissant, mais sa création s'inscrit dans le contexte plus large de l'album Gang. Ce qui est absolument remarquable, et ce qui a forgé le mythe, c'est la façon dont Goldman parvient à capturer dans cette chanson l'essence même de la nouvelle sensibilité de Johnny en tant que père. Il lui offre, sur un plateau, l'une de ses ballades les plus tendres et les plus durables, prouvant l'intuition artistique exceptionnelle de Goldman. Et puis,
Il y a l'envie. Cette chanson représente le moment de grâce absolue de leur partenariat. Pour le coup, elle est écrite en une seule nuit par Goldman, illustrant sa capacité sidérante à transformer une inspiration spontanée, un éclair de génie, en un tube intemporel, un hymne. L'envie symbolise à la fois un renouveau pour Johnny et une connexion si profonde qu'on la ressent physiquement à chaque écoute. Cette création nocturne est un cas d'école du processus Goldman, une mélodie brute qui lui vient spontanément, des paroles qui collent parfaitement à l'univers viscéral de Johnny et une adaptation immédiate aux caractéristiques vocales uniques du taulier. L'album Gang sort le 6 décembre 1986, entièrement écrit et réalisé par Jean-Jacques Goldman. Le succès n'est pas seulement au rendez-vous, il est immédiat, total et phénoménal. C'est un raz-de-marée. Les chansons Je t'attends, J'oublierai ton nom en duo avec Carmel, Je te promets et Laura sont diffusées en boucle sur toutes les ondes et deviennent instantanément des classiques. L'album marque un tournant majeur, une véritable résurrection dans la carrière de Johnny, qui retrouve une crédibilité artistique qu'il avait perdue et conquiert un public entièrement renouvelé, plus jeune, plus moderne. Pour Goldman, c'est la consécration ultime en tant qu'auteur-compositeur, la preuve irréfutable qu'il peut transcender les genres musicaux et écrire pour un univers radicalement opposé au sien, avec le même succès. C'est un triomphe absolu pour les deux hommes, en apparence, car derrière cette façade de succès public et cette image d'une collaboration parfaite, se cache une réalité bien plus nuancée et plus dérangeante. Selon Benjamin Locke, auteur et biographe de Johnny Hallyday, une révélation troublante vient écorner le mythe. Au fond, Johnny aurait conservé un certain mépris pour Jean-Jacques Goldman. Cette affirmation est une bombe. Elle remet en question l'image d'amitié parfaite et de respect mutuel qui entourait leur collaboration. Mais d'où viendrait ce mépris? La réponse se trouve dans leur opposition fondamentale. Les deux hommes avaient une vision du monde et de leur métier radicalement opposés. D'un côté, il y avait Johnny, le monstre sacré de la scène, l'animal instinctif vivant pour le contact direct, fusionnel, presque charnel, avec son public. Pour lui, la musique était une performance, un acte de communion dans la sueur et le bruit. De l'autre, il y avait Goldman, l'artisan de l'ombre, le cérébral, qui préférait l'intimité créative, quasi monacale, des studios d'enregistrement. Pour lui, la musique était une architecture, un travail d'orfèvre sur les mots et les mélodies. Cette différence fondamentale d'approche, c'était pas un simple détail. C'était un gouffre philosophique qui créait une tension latente, permanente, même pendant leur moment de complicité apparente en studio. Johnny, l'homme de l'excès, face à Goldman, l'homme de la maîtrise. Il est possible que Johnny, tout en admirant le talent de Goldman, ait perçu cette maîtrise et ce perfectionnisme comme une forme de froideur, un manque de rock'n'roll, un manque de trip. Le succès de Gang ouvre naturellement la voie à de nouvelles collaborations, mais l'intensité de cette fusion initiale ne sera jamais retrouvée. En 1995, après le triomphe de Gang, Johnny sollicite à nouveau Goldman pour un nouvel album qui deviendra Le Radar. Cependant, le contexte a changé. Jean-Jacques Goldman, de plus en plus pris par ses propres projets et peut être déjà en quête de distance, ne composera cette fois que 2 titres pour cet album. C'est une implication significative, mais loin d'être totale, comme pour Gang. La relation entre les deux hommes évolue. Elle quitte le terrain de la camaraderie fusionnelle pour s'installer dans une forme de distance respectueuse. Goldman, fidèle à sa nature, profondément discrète, évite de plus en plus les événements publics et les mondanités liées à l'univers Hallyday. Il préfère maintenir leur collaboration sur un plan strictement artistique. Sa philosophie est claire et il ne s'en est jamais caché. Créer dans l'ombre, laisser les autres récolter les applaudissements. Johnny, l'homme de tous les superlatifs, habitué à être le centre d'attention permanent, finit par comprendre et respecter ce besoin vital de discrétion de Goldman. Au fil des années 90 et 2000, leurs chemins divergent radicalement. Goldman se retire progressivement de la scène musicale grand public, tandis que Johnny continue sa carrière flamboyante, multipliant tournées, concerts et apparitions médiatiques. L'un choisit l'ombre, l'autre ne peut vivre que dans la lumière. Cette divergence illustre leur complémentarité, mais aussi leur incompatibilité fondamentale.
Puis vient la fin. Quand Johnny entame ses dernières années marquées par la maladie, Goldman maintient une discrétion totale. Lorsque le taulier disparaît en décembre 2017, la France entière attend une réaction de Goldman. Il n'en donne aucune. Ce silence lui sera violemment reproché, certains y voyant de l'indifférence, voire du mépris. C'est pourtant tout le contraire. Son silence n'est pas de l'indifférence, c'est l'acte de respect ultime. C'est le refus de jeter en pâture aux médias une relation complexe, de la résumer en quelques phrases larmoyantes. Aujourd'hui, à 73 ans, Goldman peut enfin évoquer cette période avec le recul du temps. Ces rares confidences révèlent un homme qui garde un souvenir mitigé mais globalement positif de sa collaboration avec Johnny. Il reconnaît les qualités artistiques exceptionnelles du taulier, mais avoue aussi avoir parfois souffert du contraste entre leurs personnalités. L'héritage musical, lui, transcende ces questions personnelles. Gang, Laura, Je te promets, où l'envie reste des chefs-d'œuvre intemporels, prouvant que la magie artistique peut naître de la rencontre de deux tempéraments que tout oppose.